Bonsoir, bienvenue sur la Van Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite Anna Karénine. Je voulais lire Stefan Zweig. Je voulais lire 24 heures de la vie d'une femme, la seconde partie. Et ça me résiste. Alors, ça me résiste pour des questions techniques. Donc, tant pis. Je vais essayer Anna Karénine. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous êtes très content de savoir ça. Je n'en doute pas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour vos gentils messages, vos retours, même parfois vos conseils, vos abonnements aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Je me souhaite une bonne lecture et je vous souhaite une très belle écoute. Merci encore. Chapitre 8 de la deuxième partie. Alexis Alexandrovitch n'avait rien trouvé d'anormal au tête-à-tête animé de sa femme et de Vronsky. Mais quand il s'aperçut que d'autres personnes se formalisaient de cet aparté, il le jugea à son tour inconvenant et résolut d'en faire l'observation à sa femme. Comme d'ordinaire, en rentrant chez lui, Alexis Alexandrovitch gagna son cabinet, s'installa dans un fauteuil, ouvrit un ouvrage sur le papisme à la page marquée par son coupe-papier et s'absorba dans sa lecture jusqu'à 1h du matin. Cependant, il lui arrivait de temps à autre de passer la main sur son front et de secouer la tête comme pour en chasser une pensée importune. À l'heure habituelle, il se leva et fit sa toilette de nuit. Anna n'était pas encore rentrée. Son livre sous le bras, il monta dans sa chambre. Mais son esprit, d'ordinaire préoccupé de questions relatives à sa carrière, revenait sans cesse aux fâcheux incidents de la soirée. Contre son habitude, il ne se coucha point, mais se prit à marcher de long en large, les mains derrière le dos. Il jugeait nécessaire de réfléchir mûrement à l'affaire. Il lui avait tout d'abord semblé bien facile et très simple d'adresser une observation à sa femme. Mais à la réflexion, le cas lui parut épineux. Alexis Alexandrovitch n'était point jaloux. Il avait toujours professé qu'un mari doit avoir pleine confiance en sa femme et ne pas l'offenser en lui témoignant de la jalousie. Quelle raison justifiait cette belle assurance ? Peu lui importait. Il se montrait confiant parce qu'il estimait que tel était son devoir. Et voici que soudain, sans rien renier de ses convictions, il se sentait en face d'une situation illogique, absurde, et ne savait qu'entreprendre. Cette situation n'était pas autre chose que la vie réelle, et s'il la jugeait illogique et stupide, c'est qu'il ne l'avait jamais connue qu'à travers l'écran déformateur de ses obligations professionnelles. L'impression qu'il éprouvait maintenant était celle d'un homme qui passe tranquillement sur un pont au-dessus d'un précipice et s'aperçoit tout à coup que le pont est démonté et l'abîme béant. Ce gouffre était pour lui la vie réelle et le pont l'existence artificielle qu'il avait seul connue jusqu'alors. Pour la première fois, l'idée que sa femme pût aimer un autre homme lui venait à l'esprit et cette idée le terrifiait. Sans songer à se dévêtir, il marchait d'un pas régulier sur le parquet sonore de la salle à manger éclairée d'une seule lampe, sur l'épais tapis du salon obscur où son grand portrait récemment terminé et suspendu au-dessus du divan reflétait un faible ray de lumière. Il traversait ensuite le boudoir de sa femme où 2 bougies allumées sur le petit bureau lui découvraient, entre des portraits de parents et d'amis, quelques charmants bibelots qui lui étaient depuis longtemps familiers. Arrivé à la porte de la chambre, il rebroussait chemin. Il fit ainsi de nombreux tours, au cours desquels il s'arrêtait infailliblement, presque toujours dans la salle à manger, pour se dire « Oui, il faut couper court à tout cela, prendre un parti, lui signifier ma décision. » Et il revenait sur ses pas. « Oui, mais laquelle ?» se demandait-il dans le salon sans trouver de réponse. Et après tout, que s'est-il passé ? Rien.
Elle a longtemps causé avec lui. Mais avec qui une femme ne causerait-elle pas dans le monde ? Songeait-il en arrivant au boudoir. Et, la porte une fois franchie, il concluait « D'ailleurs, me montrer jaloux serait humiliant pour nous deux. » Mais ce raisonnement, naguère si probant, n'opérait plus. Il reprenait depuis la chambre à coucher sa promenade en sens inverse. À peine mettait-il le pied dans le salon obscur qu'une voix intérieure lui murmurait « Non, si d'autres ont paru surpris, c'est qu'il y a là quelque chose. » Et, parvenu dans la salle à manger, il proclamait de nouveau qu'il fallait couper court à tout cela, prendre un parti. Mais lequel ? Se demandait-il dans le salon, et ainsi de suite. Ses pensées, comme son corps, décrivaient un cercle parfait sans découvrir le moyen d'en sortir. Il s'en aperçut, passa la main sur son front et s'assit dans le boudoir. Là, tandis qu'il regardait le bureau d'Anna avec son sous-main en malachite et un billet inachevé, ses idées prirent un autre cours. Il songea à elle, se demanda quelle pensée elle pouvait avoir, quel sentiment elle pouvait éprouver. Pour la première fois, son imagination lui présenta la vie de sa femme, les besoins de son esprit et de son cœur. Et l'idée qu'elle devait avoir une existence personnelle le frappa si vivement qu'il s'empressa de la chasser. C'était le gouffre qu'il n'osait sonder du regard. Pénétrer par la pensée et le sentiment dans l'âme d'autrui lui semblait une fantaisie dangereuse. Et ce qu'il y a de plus terrible, songeait-il, c'est que cette inquiétude insensée me prend au moment de mettre la dernière main à mon œuvre, un projet qu'il voulait faire adopter, lorsque j'ai le plus besoin de tout mon calme, de toutes les forces de mon esprit. Voyons, que faire ? Je ne suis pourtant pas de ceux qui connaissent l'inquiétude et l'angoisse sans avoir le courage de regarder leur mal en face. Il faut réfléchir, prendre un parti et me délivrer de ce souci, proféra-t-il à voix haute. Je ne me reconnais pas le droit de scruter ses sentiments, de sonder ce qui a pu ou pourra se passer dans son âme. C'est l'affaire de sa conscience et le domaine de la religion, décida-t-il in petto, tout soulagé d'avoir enfin trouvé une norme qui pût s'appliquer aux circonstances qui venaient de surgir. Ainsi donc, répéta-t-il, les questions relatives à ces sentiments, etc., sont des questions de conscience, auxquelles je n'ai pas à toucher. Par contre, mon devoir se dessine clairement. Obligé, en tant que chef de famille, de diriger sa conduite. J'encours une responsabilité morale. Je dois donc la prévenir du danger que j'entrevois, faire au besoin acte d'autorité. Je ne puis me taire. Sur ce, tout en regrettant d'employer son temps et ses ressources intellectuelles à des affaires de ménage, Alexis Alexandrovitch dressa dans sa tête un plan de discours qui prit bientôt la forme nette, précise et logique d'un rapport. Je dois lui faire sentir ce qui suit. Premièrement, la signification et l'importance de l'opinion publique. Deuxièmement, le sens religieux du mariage. Et, si besoin est, troisièmement, les malheurs qui peuvent rejaillir sur son fils, quatrièmement, ceux qui peuvent l'atteindre elle-même. Et, joignant les mains, Alexis Alexandrovitch fit craquer les jointures de ses doigts. Ce geste, une mauvaise habitude, le calmait toujours et l'aidait à reprendre l'équilibre moral dont il avait tant besoin en ce moment. Une voiture arriva devant la maison, et Alexis Alexandrovitch s'arrêta au milieu de la salle à manger. Des pas de femme montaient l'escalier. Son homélie toute prête, il restait là, debout, serrant ses doigts pour les faire craquer encore. Effectivement, une jointure craqua. Bien que fort satisfait de son homélie, il se prit à redouter, en la sentant venir, l'explication qu'il lui fallait avoir avec sa femme. Chapitre 9. Anna entra, jouant avec les glands de sa menthe. Elle tenait la tête baissée et son visage rayonnait, mais pas de joie. C'était plutôt le rayonnement terrible d'un incendie par une nuit obscure. En apercevant son mari, elle leva la tête et sourit comme si elle se fût éveillée. « Comment, tu n'es pas au lit ? Par quel miracle ?» dit-elle en enlevant sa capeline et sans s'arrêter, elle se dirigea vers le cabinet de toilette.
« Il est tard, Alexis Alexandrovitch, ajouta-t-elle en franchissant la porte. « Anna, j'ai besoin de causer avec toi. »« Avec moi ?» Elle revint sur ses pas et le dévisagea avec surprise. « À quel propos ?»« De quoi s'agit-il » demanda-t-elle en s'asseyant. « Eh bien, causons, puisque c'est si nécessaire. Mais il vaudrait mieux dormir. » Anna disait ce qui lui venait à l'esprit, s'étonnant elle-même de pouvoir mentir si facilement. Quel naturel dans ses paroles! Comme ce besoin de dormir semblait réel. Elle se sentait poussée, soutenue par une force invisible, revêtue d'une impénétrable armure de mensonges. « Anna, commença-t-il, je dois te mettre sur tes gardes. »« Sur mes gardes ? Pourquoi ?» Son regard était d'une franchise, d'une gaieté parfaite, et quelqu'un qui ne l'eût pas connue comme son mari n'aurait rien remarqué d'anormal ni dans le ton de sa voix, ni dans le sens de ses paroles. Mais pour lui, qui ne pouvait retarder son coucher de 5 minutes sans qu'elle lui en demandât la raison, pour lui qui était toujours le premier confident de ses joies comme de ses chagrins, le fait qu'elle ne voulait maintenant ni remarquer son trouble ni parler d'elle-même était très significatif. Il comprenait que cette âme lui était désormais fermée. Bien plus, il sentait que loin d'en éprouver de la confusion, elle semblait dire ouvertement « Oui, c'est ainsi que cela doit être et que cela sera dorénavant. » Il se fit l'effet d'un homme qui, rentrant chez lui, trouverait porte close. Mais peut-être, se dit-il, la clé se retrouvera-t-elle encore ? « Je dois te mettre en garde, reprit-il d'une voix calme, contre l'interprétation qu'on peut donner dans le monde à ton imprudence et à ton étourderie. Ton entretien trop animé de ce soir avec le comte Vronsky, il détacha avec fermeté les syllabes du mot, n'est point passé inaperçu. Tout en parlant, il regardait les yeux rieurs et impénétrables d'Anna et comprenait l'inutilité absolue de ses discours. « Tu es toujours le même, répondit-elle, comme si elle ne comprenait rien à ses propos et n'attachait d'importance qu'à la fin de la phrase. Tantôt il t'est désagréable que je m'ennuie et tantôt que je m'amuse. Je ne me suis pas ennuyée ce soir, cela te blesse. Alexis Alexandrovitch tressaillit et serra encore ses mains pour les faire craquer. « Ah, de grâce, laisse tes mains tranquilles, je déteste ça, dit-elle. »« Anna, est-ce bien toi ?» dit doucement Alexis Alexandrovitch en faisant un effort sur lui-même. « Mais enfin, qu'y a-t-il » s'écria-t-elle avec un étonnement sincère et comique. « Que veux-tu de moi ?» Alexis Alexandrovitch se tut et passa la main sur son visage. Il comprenait qu'au lieu de l'avertir simplement d'une imprudence mondaine, il s'inquiétait malgré lui de ce qui se passait dans la conscience de sa femme et se heurtait à un obstacle peut-être imaginaire. « Voici ce que je voulais te dire, » poursuivit-il d'un ton froid et posé. « Et je te prie de m'écouter jusqu'au bout. Je considère, tu le sais, la jalousie comme un sentiment humiliant et ne me laisserai jamais guider par elle. Mais il existe certaines convenances sociales que l'on ne viole pas impunément. Or, tantôt, à en juger du moins par l'impression que tu as produite sur tout le monde, car, en ce qui me concerne, j'avoue n'avoir rien remarqué, ta conduite et ta tenue ont quelque peu prêté à la critique. » « Décidément, je n'y suis plus, » dit Anna en haussant les épaules. « Au fond, peu lui importe, songea-t-elle, mais il redoute le qu'en dira-t-on. »« Tu es malade, Alexis Alexandrovitch, » ajouta-t-elle en se levant, prête à partir. Mais il fit un pas vers elle comme pour l'arrêter. Jamais Anna ne lui avait vu une physionomie si sombre et si déplaisante. Elle demeura sur place, baissant la tête pour retirer d'une main agile les épingles de sa coiffure. « Eh bien, j'écoute, » proféra-t-elle sur un ton de tranquille persiflage. « J'écoute même avec grand intérêt, car je voudrais comprendre de quoi il retourne. » Elle s'étonnait elle-même de pouvoir s'exprimer avec un tel naturel, une si parfaite assurance, un si grand discernement dans le choix des mots. « Je n'ai pas le droit, et je tiens même pour dangereux d'approfondir tes sentiments, » reprit Alexis Alexandrovitch. En creusant dans nos âmes, nous risquons de faire apparaître à la surface ce qui peut-être serait demeuré enseveli dans les profondeurs. Tes sentiments regardent ta conscience.
Mais je suis obligée, vis-à-vis de toi, de moi, de Dieu, de te rappeler tes devoirs. Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu qui a uni nos deux vies. Un crime seul peut rompre ce lien, et ce crime entraîne après lui sa punition. Mon Dieu, je n'y comprends goutte. Et pour mon malheur, je tombe de sommeil, dit Anna en retirant ses dernières épingles. Anna, au nom du ciel, ne prends pas ce ton, supplia-t-il. Je me trompe peut-être, mais crois bien que je parle autant dans ton intérêt que dans le mien. Je suis ton mari et je t'aime. Elle baissa pour un instant le front et l'éclair de ses yeux s'éteignit. Mais le mot « aimer » l'irrita de nouveau. « Aimer » pensa-t-elle. Sait-il seulement ce que c'est ? S'il n'avait pas entendu parler d'amour, voilà un mot qu'il aurait toujours ignoré. « Alexis Alexandrovitch, je ne te comprends vraiment pas, dit-elle. Explique-moi ce que tu trouves, laisse-moi finir. Je t'aime, mais je ne parle pas pour moi. En l'occurrence, les principaux intéressés sont ton fils et toi-même. Il est fort possible, je le répète, que mes paroles te semblent inutiles et déplacées. Peut-être sont-elles l'effet d'une erreur de ma part. Dans ce cas, je te prie de m'excuser. Mais si tu reconnais le moindre fondement à mes observations, je te conjure d'y réfléchir et, si le cœur t'en dit, de t'ouvrir à moi. Sans qu'il le remarquât, Alexis Alexandrovitch tenait des propos tout différents de ceux qu'il avait médités. « Je n'ai rien à te dire. Et vraiment, ajouta-t-elle soudain en réprimant avec peine un sourire, il est temps de dormir. » Alexis Alexandrovitch soupira, ne répliqua rien et passa dans la chambre à coucher. Quand elle y entra à son tour, il était déjà au lit. Un pli sévère contractait ses lèvres et ses yeux ne la regardaient point. Anna se coucha, persuadée qu'il allait reprendre son antienne, ce qu'elle redoutait et désirait tout à la fois. Mais il garda le silence. Elle attendit longtemps sans bouger et finit par l'oublier. Elle songeait à l'autre, elle le voyait, un émoi joyeux, criminel gonflait son cœur. Tout à coup, elle perçut un ronflement régulier et calme. Alexis Alexandrovitch sembla d'abord s'en effrayer lui-même et s'arrêta. Mais bientôt, le ronflement retentit de nouveau, calme et régulier. « Trop tard » murmura-t-elle en souriant. Elle resta longtemps ainsi, immobile, les yeux ouverts et croyant les sentir briller dans l'obscurité. Chapitre 10. À partir de ce jour-là, une vie nouvelle commença pour les Karénine, rien de particulier en apparence. Anna continuait à aller dans le monde, surtout chez la princesse Betsy, et à rencontrer partout Vronsky. Alexis Alexandrovitch s'en apercevait, mais sans pouvoir l'empêcher. À toutes ces tentatives d'explication, elle opposait un étonnement rieur, absolument impénétrable. Les apparences étaient sauves, mais les sentiments avaient bien varié. Alexis Alexandrovitch, si fort quand il s'agissait des intérêts publics, se sentait ici impuissant. Comme un bœuf à l'abattoir, il baissait la tête et attendait avec résignation le coup fatal. Lorsque ses pensées l'obsédaient, il se disait que la bonté, la tendresse, le raisonnement pouvaient encore peut-être sauver Anna. Chaque jour, il se proposait de lui parler. Mais dès qu'il tentait de le faire, le même esprit de mal et de mensonge qui la possédait s'emparait également de lui. Et il ne lui disait point ce qu'il aurait voulu lui dire. Il reprenait involontairement son ton de persiflage, et ce n'est pas sur ce ton-là que les choses qu'il aurait voulu lui faire sentir pouvaient être exprimées. Chapitre 11. Ce qui, pendant près d'un an, avait été pour Vronsky le but unique de la vie, pour Anna un rêve terrifiant mais enchanteur, s'était enfin réalisé. Pâle, le menton tremblant, il se tenait penché sur elle et la conjurait de se calmer. « Anna, Anna, disait-il d'une voix saccadée, « Anna, je t'en supplie. » Mais plus il élevait la voix, plus elle baissait la tête. Cette tête naguère si fière, si joyeuse et maintenant si humiliée.
Elle l'aurait abaissée jusqu'à terre, du divan où elle était assise, et serait elle-même tombée sur le tapis s'il ne l'avait soutenue. « Mon Dieu, pardonne-moi » sanglotait-elle en lui serrant la main contre sa poitrine. Elle se trouvait si coupable, si criminelle qu'il ne lui restait qu'à demander grâce. Et n'ayant plus que lui au monde, c'était de lui qu'elle implorait son pardon. En le regardant, son abaissement lui paraissait si palpable qu'elle ne pouvait prononcer d'autres paroles. Quant à lui, il se sentait pareil à un assassin devant le corps inanimé de sa victime. Ce corps immolé par lui, c'était leur amour, la première phase de leur amour. Il se mêlait je ne sais quoi d'odieux au souvenir de ce qu'ils avaient payé du prix effroyable de leur honte. Le sentiment de sa nudité morale écrasait Anna et se communiquait à Vronsky. Mais quelle que soit l'horreur du meurtrier devant sa victime, il ne lui faut pas moins cacher le cadavre, le couper en morceaux, profiter du crime commis. Alors, avec une rage frénétique, il se jette sur ce cadavre et l'entraîne pour le mettre en pièces. C'est ainsi que Vronsky couvrait de baisers le visage et les épaules d'Anna. Elle lui tenait la main et ne bougeait point. Oui, ces baisers, elle les avait achetés au prix de son honneur. Oui, cette main qui lui appartenait pour toujours était celle de son complice. Elle souleva cette main et la baisa. Il tomba à ses genoux, cherchant à voir ses traits qu'elle lui dérobait sans dire un mot. Enfin, elle parut faire un effort sur elle-même, se leva et le repoussa. Son visage était d'autant plus pitoyable qu'il n'avait rien perdu de sa beauté. « Tout est fini, dit-elle. Il ne me reste plus que toi. Ne l'oublie pas. » Comment oublierais-je ce qui fait ma vie pour un instant de ce bonheur ? Quel bonheur ! S'écria-t-elle avec un sentiment de dégoût et de terreur si profond qu'il le partagea aussitôt. « Je t'en supplie, pas un mot de plus. » Elle se leva vivement et s'écarta de lui. « Pas un mot de plus !» répéta-t-elle, et elle s'éloigna avec une morne expression de désespoir qui le frappa étrangement. Anna se voyait impuissante à exprimer la honte, la frayeur, la joie qui s'emparait d'elle à l'aube de cette vie nouvelle. À des paroles imprécises ou banales, elle préférait le silence. Mais ni le lendemain, ni le surlendemain, les mots propres à définir la complexité de ses sentiments ne lui vinrent davantage. Ses pensées même ne traduisaient pas les impressions de son âme. Non, se disait-elle, je ne puis réfléchir à tout cela maintenant. Plus tard, quand je serai moins agitée. Mais le calme de l'esprit ne lui revenait point. Chaque fois qu'elle songeait à ce qui avait eu lieu et à ce qui adviendrait d'elle, l'angoisse la prenait et elle repoussait ses pensées. « Plus tard, répétait-elle, quand j'aurai retrouvé mon calme. » En revanche, lorsque pendant son sommeil elle perdait tout empire sur ses réflexions, sa situation lui apparaissait dans son atroce réalité. Presque toutes les nuits elle faisait le même rêve. Elle rêvait que tous deux étaient ses maris et lui dispensaient leurs caresses. Alexis Alexandrovitch pleurait en lui baisant les mains et disait « Que nous sommes heureux maintenant !» Alexis Vronsky assistait à la scène et il était aussi son mari. Elle s'étonnait d'avoir cru que ce fût impossible. Elle leur expliquait en riant que tout était maintenant bien simple, qu'ils devaient se trouver heureux et contents. Mais ce rêve l'oppressait comme un cauchemar et elle se réveillait dans l'épouvante. Chapitre 12. Dans les premiers temps qui suivirent son retour de Moscou, toutes les fois qu'il arrivait à Lévine de rougir et de tressaillir en se rappelant l'humiliation du refus essuyé, il se disait « Je rougissais et tressaillais tout autant, je me croyais un homme perdu quand une mauvaise note de physique m'a fait redoubler ma seconde année, puis quand j'ai compromis l'affaire de ma sœur qui m'avait été confiée. Et maintenant que les années ont passé, je me rappelle ces désespoirs avec étonnement. Il en sera de même du chagrin d'aujourd'hui. Le temps passera et j'y deviendrai indifférent. » Mais 3 mois s'écoulèrent sans apporter le moindre apaisement. Ce qui empêchait la blessure de se cicatriser, c'est qu'après avoir tant rêvé de la vie de famille et s'être cru si mûr pour elle, non seulement il ne s'était pas marié,
mais il se trouvait plus éloigné que jamais du mariage. Comme toutes les personnes de son entourage, il sentait avec douleur qu'à son âge, il n'est point bon pour l'homme de vivre seul. Il se rappelait un mot de son vacher Nicolas, un paysan naïf avec lequel il causait volontiers. « Sais-tu, Nicolas, que j'ai envie de me marier ?» lui avait-il dit avant son départ pour Moscou. Sur quoi Nicolas de répondre sans la moindre hésitation « Il y a longtemps que ça devrait être fait, Constantin Dmitritch. » Et jamais le mariage ne lui avait paru si lointain. La place était prise, et si parfois son imagination lui suggérait de donner à Kitty une remplaçante parmi les jeunes filles de sa connaissance, son cœur lui révélait bien vite l'absurdité de ce dessein. En outre, le souvenir du rôle humiliant qu'il croyait avoir joué le tourmentait sans cesse. Il avait beau se dire qu'après tout il n'avait commis aucun crime, il rougissait de ce souvenir et d'autres du même genre, tout aussi futiles, et qui pourtant pesaient beaucoup plus sur sa conscience que les quelques mauvaises actions dont il s'était, comme tout le monde, rendu coupable. Le temps et le travail firent néanmoins leur œuvre. Les événements, si importants en leur modestie de la vie champêtre, effacèrent peu à peu les impressions pénibles. Chaque semaine emporta quelque chose du souvenir de Kitty. Lévin en vint même à attendre avec impatience l'annonce de son mariage, espérant que cette nouvelle le guérirait à la façon d'une dent qu'on arrache. Cependant, le printemps survint, un de ces beaux et rares printemps sans accrocs ni traîtrises dont se réjouissent les plantes et les animaux aussi bien que les hommes. Cette saison splendide donna à Lévin une nouvelle ardeur et affermit sa résolution de renoncer au passé pour organiser sa vie solitaire dans des conditions de fixité et d'indépendance. Si plusieurs des plans formés par lui à son retour étaient restés à l'état de projet, le point essentiel, la chasteté de sa vie, n'avait reçu aucune atteinte. La honte qui d'ordinaire suivait chez lui la chute ne le tenaillait plus. Il osait regarder les gens en face. D'autre part, Marie Nikolaïevna, l'ayant prévenu dès le mois de février que l'état de son frère empirait sans qu'il consentît pour autant à se faire soigner, Lévin, aussitôt reparti pour Moscou, avait su convaincre Nicolas de consulter un médecin et même d'accepter un prêt pour un séjour au zoo. E-A-U-X. Pas au zoo, c'est O-Z-O-O. Pardon. Il pouvait donc, sous ce rapport, être content de lui-même. Comme toujours, au début du printemps, les travaux des champs requirent toute son attention. Par ailleurs, en plus de ses lectures, il avait entrepris au cours de l'hiver une étude sur l'économie rurale. Partant de cette donnée que le tempérament de l'ouvrier agricole est un fait aussi absolu que le climat ou la nature du sol, il demandait que la science agronomique tînt compte au même degré de ces trois éléments. Ainsi donc, en dépit, ou peut-être par suite de sa solitude, sa vie fut extrêmement remplie. C'est à peine si de temps à autre il regrettait de ne pouvoir communiquer qu'à sa vieille bonne les idées qui lui passaient par la tête, car il lui arrivait souvent de raisonner avec elle sur la physique, l'agronomie et surtout la philosophie, sujet favori d'Agathe Mikhailovna. La belle saison fut lente à venir. Un temps clair et glacial marqua les dernières semaines de carême. Si le soleil amenait pendant la journée un certain dégel, un froid de 7 degrés sévissait pendant la nuit et la gelée formait sur la neige une croûte si dure qu'il n'y avait plus de route tracée. Le jour de Pâques se passa sous la neige. Mais le lendemain, un vent chaud se leva brusquement. Les nuages s'amoncelèrent et pendant 3 jours et 3 nuits, une pluie tiède et orageuse ne cessa de tomber. Le jeudi, le vent se calma tandis qu'un épais brouillard gris s'étendait sur la terre comme pour dissimuler les mystères qui s'accomplissaient dans la nature. La chute de la pluie, la fonte des neiges, le craquement des glaçons, la débâcle des torrents écumeux et jaunâtres. Enfin, le lundi de Quasimodo, vers le soir, le brouillard se dissipa, les nuages se diluèrent en moutons blancs et le beau temps apparut pour de vrai. Le lendemain matin, un soleil brillant acheva de fondre la légère couche de glace qui s'était reformée pendant la nuit et l'air tiède s'imprégna des vapeurs qui montaient de la terre. L'herbe ancienne prit aussitôt des teintes vertes,
La nouvelle pointa dans le sol, les bourgeons des viornes, des groseilliers, des bouleaux se gonflèrent de sève et, sur les branches des osiers inondées d'une lumière d'or, les abeilles, libérées de leur quartier d'hiver, bourdonnèrent allègrement. D'invisibles alouettes firent éclater leurs chants au-dessus du velours des prés et des chaumes engivrés. Les vanneaux gémirent dans les creux et les marais submergés par les eaux torrentielles. Les grues et les oies sauvages jetèrent, haut dans le ciel, leur appel printanier. Les vaches, dont le poil ne repoussait qu'irrégulièrement et montrait çà et là des places nues, meuglèrent dans les packages. Autour des brebis bêlantes qui commençaient à perdre leur toison, les agneaux gambadèrent gauchement. Les gamins couraient le long des sentiers humides où s'imprimait la trace de leurs pieds nus. Le caquetage des femmes occupées à blanchir leurs toiles s'éleva autour de l'étang, tandis que de toutes parts retentissait la hache des paysans réparant herses et arères. Le printemps était vraiment venu. Et c'est la fin de cette lecture. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai un problème de vue. Je ne vous le cache pas. Fatigue des yeux, sécheresse des yeux. Tout va bien. J'ai envie de chanter quelque chose, mais j'ai pas envie de chanter la chanson que je voulais chanter tout d'abord. Je suis vraiment très proche. Ah mais oui, je suis vraiment très proche. On voit même pas ma petite guirlande. C'est ça qui me faisait mal. Pardon. Pardon. Une chanson. Mais quelle chanson? Est-ce que j'ai une chanson? Décidément, ça aurait été compliqué aujourd'hui, la lecture. Je ne sais pas. Il y a des jours comme ça. La fièvre. C'est ça, je me disais. C'est des paroles de chansons, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai retrouvé. Je suis pas mécontente. Non, pas ça non plus, pas aujourd'hui. Ah, pourquoi pas? Je vais chercher les paroles, je les connais pas par cœur. Pardon. Voilà, j'aime bien la version de Camille en fait. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, que je t'aime, que
t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chat et que tu deviens chien et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes liens. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd, que je t'aime, 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 que je t'aime. Et voilà, je trouvais que ça allait bien avec le passage qu'on... Et en même temps pas du tout avec le passage que je viens de lire. C'était plutôt, on pensait au pauvre Alexis Alexandrovitch. Et à Anna. Ah là là. J'ai l'impression de... C'est pas une impression, je suis tellement en dehors de tout ça, je ne... Dans cette histoire, vous savez où je me place? Je suis Lévin. Sauf que je suis que Lévin. Mais ça me va. En fait, j'aime bien Lévin pour l'instant en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et faites bien attention à vous. J'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Et je vous dis à très bientôt pour la suite d'Anna Karénine, pour la suite de 24 heures de la vie d'une femme aussi, pour la suite de plein de livres et des nouveaux encore. Merci encore et à très vite. Attention à vous, faites bien attention à vous.